Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Aujourd'hui, je suis avec le triathlète Frédéric Belaubre. Donc pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Frédéric Belaubre, c'est un triathlète professionnel qui a été 3 fois champion d'Europe de triathlon en 2005, en 2006 et en 2008. Tu étais également 3e au championnat du monde en 2006. Tu as également été 5e aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Donc tu as un parcours très brillant dans le domaine du triathlon. Et du coup, je voulais te poser quelques questions par rapport à la course à pied et au triathlon. Donc je vais laisser Frédéric se présenter pour que tu nous racontes un petit peu ton parcours depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Salut Frédéric. Alors, salut à tous. Je suis très content de pouvoir répondre à ton interview. Donc, mon parcours a commencé par la natation. À l'âge de 3 ans déjà, je faisais un petit peu de natation parce que j'habitais dans une piscine. J'ai été rapidement en club de natation par la suite de 8 à 13 ans. À l'âge de 13-14 ans, j'ai rencontré les triathlètes qui venaient nager à côté du club de natation. J'ai vite sympathisé avec eux et j'ai commencé à faire du vélo et de la course à pied de temps en temps avec eux. Puis mes premiers triathlons vers 14 ans. Donc ensuite à 16 ans, j'ai incorporé le club de Maurice où là j'ai commencé à vraiment délaisser le club de natation et à me prendre vraiment pour un triathlète à part entière. J'ai donc fait autant de sports en natation, en vélo et en course à pied, et je pouvais faire mes études en même temps parce que c'était un sport-études. Et dans le sud de la France, tout était réuni pour me permettre de concilier le sport et les études. Donc j'ai été champion de France jeune, scolaire, en 2000 champion du monde junior, donc tout a suivi son cours. Et donc au jour d'aujourd'hui, j'ai, comme tu le disais tout à l'heure, le palmarès qui est le mien, et j'essaye maintenant de progresser un petit peu en course à pied. C'est peut-être la discipline qui devient de plus en plus importante maintenant. Donc avant j'étais plutôt homogène dans les 3 disciplines, et c'est vrai que maintenant le triathlon se rapproche beaucoup de la course à pied en distance olympique. Donc j'essaye de progresser encore en course à pied, d'augmenter mon kilométrage en course à pied surtout, quitte à délaisser un petit peu la natation et le vélo. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu une semaine type de triathlon par rapport à la course à pied? Quels sont tes différents types d'entraînement de course à pied que tu fais vis-à-vis du triathlon? Alors en triathlon, on essaye de faire les 3 disciplines tous les jours. C'est-à-dire qu'on, la plupart du temps, je cours le matin vers 9h, je nage vers 11h et je mange le midi, et après je fais du vélo l'après-midi et éventuellement des soins, kinés ou autres en fin de journée. Le kilométrage, on va dire que c'est à peu près dans les 14 km, voire quand j'ai des séances en course à pied, 17-18 km le matin. 5 km en natation et à peu près 70 en vélo l'après-midi en moyenne. Avec l'arrivée de coureurs à pied en triathlon et d'un niveau toujours plus rapide, il arrive qu'on court 2 fois par jour, et dans ce cas on remplace soit la natation soit le vélo par une deuxième séance de course à pied, et ça peut atteindre à peu près 20-25 km dans la journée. Ce qui fait un total à peu près de 350 km par semaine en vélo, 20-25 km en natation et en course à pied. Et avant j'étais plutôt à 90, et maintenant j'essaye de dépasser les 100, voire 110, 120. Je suis allé une fois dans ma vie jusqu'à 150, mais j'ai eu quelques séquelles et je me suis blessé, donc
Je sais que certains triathlètes font parfois 150 km par semaine en course à pied, mais je pense que c'est assez traumatisant, donc il faut y aller progressivement. D'accord. Et quand tu annonces 90, 100 km ou un petit peu plus, c'est majoritairement des longs footings spécifiques à de haute vitesse, c'est des séances de fractionnés, c'est quoi exactement? Alors, suivant ce qu'on fait en natation et en vélo dans la journée, on équilibre un petit peu les allures. La plupart du temps, je fais une séance en course à pied d'allure, de vitesse, on va dire, de fractionner, une fois tous les 2 jours. J'essaye de pouvoir tenir ce rythme, mais c'est parfois un peu difficile, donc on va dire que si la semaine commence par un footing d'1 heure, je fais ensuite une séance un petit peu rythmée en nature, avec du fartlek. Le mercredi, ce serait peut-être une séance de VMA. Le jeudi, un footing. Le vendredi, une nouvelle séance un peu de fartlek. Et le samedi, une séance d'allure de course. Et le dimanche, pas de course à pied. D'accord. Donc tu varies au maximum chacune de tes séances pour arriver à laisser reposer ton corps et également à progresser dans cette discipline. Voilà. Voilà, j'essaye de faire aussi un footing long quand même dans la semaine. Maintenant, c'est un petit peu un planning type et ça dépend de la période de l'année, des compétitions qu'il y a le week-end. L'hiver, on fait peut-être un peu plus de footing que de séances, mais globalement, c'est ça. D'accord. Et pratiquer le triathlon au haut niveau comme tu le fais, ça te prend une cinquantaine d'heures dans la semaine du coup. C'est une trentaine d'heures de Pendant, sport, non? voilà, ça prend à peu près 30 heures d'entraînement pur, c'est-à-dire au moment où on déclenche le chrono jusqu'au moment où on l'arrête. Donc à côté de ça, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est changement, massage, et bon, moi je fais souvent une sieste l'après-midi. Enfin, c'est quand même un rythme de vie assez prenant et ça représente 30 voire un stage 35 heures de sport dans la semaine. D'accord. Plus éventuellement les soins kinés là 2 fois par semaine. D'accord, j'imagine. Et du coup, en faisant ces entraînements assez poussés, est-ce que tu es souvent blessé? Est-ce que tu as eu des graves blessures? Et si oui, comment revenir après une grave blessure? Alors moi je suis un petit peu le cas d'école. Je dirais que en quasiment maintenant 15 ans de carrière à haut niveau, j'ai essuyé pas mal de blessures en effet. Je me suis un peu dans tous les genres, à tous les endroits, et c'est vrai que avec une telle quantité de sport, on est souvent amené à frôler la limite du corps humain, donc que ce soit des tendinites d'Achille ou des déchirures musculaires aux ischios ou à des insertions de quadriceps, tendinite, fracture de fatigue au métatarse. J'ai fait un petit peu tout ce qui était possible de faire, je pense. Et inflammation, bursite. Bon, c'est vrai que la course à pied est un sport avec des chocs et qui est assez traumatisant. Je pense que tous les coureurs à pied connaissent les problèmes, notamment des tendinites d'Achille qui reviennent souvent. Et après, je pense qu'il faut vraiment pas lésiner sur le repos et les soins. Il faut aussi essayer de couper et de pas être obnubilé par l'entraînement. Quand quand on est blessé, il faut savoir vraiment penser à autre chose et pas avoir envie de tester le membre qui a mal toutes les 5 minutes pour voir si ça va mieux ou des choses comme ça. Donc ça déjà c'est une première chose et puis après faire bien les soins nécessaires au niveau de l'alimentation également, voir si ça peut venir peut-être d'une alimentation trop acide. Et puis ensuite une reprise tout en douceur. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu souvent des problèmes à cause de ça. Après une blessure, on a tout le temps une surmotivation, donc on a envie d'en faire énormément. On a envie de reprendre tout de suite à fond. Et souvent, il faut reprendre par 20 minutes, voire
sur la pelouse, voire même 5 minutes de footing, un peu de marche, 5 minutes de footing et alterner comme ça une reprise tout en douceur. D'accord. Et par exemple, si on est blessé 3 mois, il faut combien de temps pour arriver à retrouver son niveau initial, juste avant la blessure? 3 mois, j'ai jamais été blessé 3 mois, je me suis déjà cassé la clavicule. Par exemple, ce qui a été assez long, 1 mois et demi, ou alors une fracture de fatigue au pied. Mais je pense que quoi qu'il arrive, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend un petit peu de la personne. Ça dépend de l'endroit de la fracture. Et je pense qu'il faut jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive. On revient toujours à son meilleur niveau, surtout des fois quand on se blesse, c'est que le corps avait vraiment besoin de repos et qu'il a beaucoup bossé en amont. Et des fois, ça fait pas plus mal, c'est pas plus mal de se reposer un petit peu et on revient assez rapidement. D'accord, ça Souvent, permet de laisser reposer son corps. Voilà, ça fait du bien. C'est vrai que 3 mois, bon, il y a une période de réadaptation, c'est dur. On a l'impression qu'on ne retrouvera jamais son meilleur niveau, mais au final, ça va beaucoup plus vite qu'on le croit. Et il faut vraiment prendre son temps et recommencer progressivement à faire du sport. Quoi qu'il arrive, quand on se blesse, ça c'est pas pour rien. Et souvent, c'est que le corps avait besoin de se reposer, donc ça fait du bien, ça lui fait du bien sûrement de se reposer. Et au moment de reprendre, au moins, s'il est frais et disponible, ça revient plus vite qu'on le croit. D'accord, j'imagine. Et du coup, tu cours une centaine de kilomètres par semaine, tu nages énormément et tu fais beaucoup de vélo. Est-ce que tu fais des étirements après tes séances de footing, tes séances de fractionné en course à pied? Ou au contraire, oui. tu ne fais jamais d'étirements? Oui, tout à fait. Moi, au fil des années, j'ai acquis quand même une expérience en termes de soins, que ce soit tout seul, chez le kiné, les étirements, le bain froid, et avec toutes les blessures que j'ai eues, j'ai quand même maintenant des petites habitudes qui font que toutes les blessures que j'ai eues, en fait, j'arrive à les éviter dans le futur, et ce sont des nouvelles, bon, évidemment, qui reviennent à chaque fois. Mais déjà, c'est quand même un panel de soins que je fais régulièrement pour éviter certaines blessures. Et il y a les étirements. Moi, je m'étire quand même beaucoup. Un petit peu à l'échauffement, des étirements actifs, un petit peu passifs après une séance. Mais c'est surtout le soir, tranquillement, en regardant la télé, quand je suis au calme et que les muscles se sont un peu refroidis. Là, c'est là que je me fais un quart d'heure, 20 minutes tous les soirs d'étirement assez poussé, sans aller jusqu'à la douleur, mais pour vraiment relâcher bien les muscles. D'accord. Et une astuce également que l'on peut faire, c'est de mettre ses jambes dans de l'eau fraîche. Voilà, alors moi je me suis renseigné pour éventuellement acheter une machine avec une baignoire gonflable et un générateur pour avoir de l'eau froide, vraiment très froide en permanence et l'avoir carrément à domicile. Bon, après il y a des techniques avec des glaçons beaucoup moins chers et au final c'est ce que je fais régulièrement quand je commence à avoir mal au tendon d'Achille par exemple. Tous les soirs, je reste un quart d'heure les pieds dans un seau d'eau ou dans une bassine avec beaucoup de glaçons pour que la température de l'eau descende aux environs des 10 degrés. Et ça m'a permis maintenant d'être vraiment tranquille au niveau des tendons. C'est vraiment une solution, je dirais, indispensable pour moi maintenant. D'accord, donc tu ressens vraiment les bienfaits de mettre tes pieds dans de l'eau aux environs de 10 degrés assez fraîche pour récupérer au maximum des éventuelles blessures que tu pourrais avoir dans le futur. Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et par ailleurs, est-ce que tu fais de la récupération et quel type de récupération fais-tu pour justement arriver à enchaîner tous ces entraînements au quotidien? De la récupération, c'est-à-dire au niveau de l'entraînement sportif, dans l'effort. Ouais,
Après, Après une séance, par exemple, oui, en général, après chaque séance de piste ou chaque séance de fractionné, je fais toujours à peu près 10 minutes de retour au calme pour permettre au corps et au pulse de redescendre progressivement, d'éliminer l'acide lactique et de garder quand même le cœur un petit peu actif et pas s'arrêter d'un seul coup pour que les toxines s'évacuent plus facilement. d'accord. Et également, tu fais une trentaine d'heures de sport par semaine, ce qui est Oui. c'est quand même assez impressionnant. Comment fais-tu pour toujours être au top mentalement et psychologiquement pour toujours t'entraîner au quotidien et aller au bout de l'effort? Oui, c'est vrai que des fois, quand il fait froid, notamment l'hiver, ou quand on s'entraîne plusieurs heures plusieurs semaines sur les mêmes parcours, ça devient un petit peu rébarbatif de faire tous les jours la même chose, le matin, le midi et le soir faire du vélo, de la natation, de la course à pied, de s'entraîner. Mais bon, c'est aussi un sport qui me plaît beaucoup, donc voilà, il y a quand même, c'est important. Et quand on est en groupe, c'est beaucoup plus facile, c'est sympa de pouvoir partager aussi ces sensations. Quand ça devient un peu monotone, je pars aussi en stage pour changer les parcours. L'hiver, j'essaye de faire au moins un stage au soleil. Donc voilà, c'est des petits trucs simples qui permettent de casser un peu la monotonie, s'entraîner en groupe et partir un petit peu à des endroits différents pour s'entraîner dans des conditions un petit peu différentes, quoi. D'accord. C'est vrai qu'il faut quand même aimer ce qu'on fait parce que c'est vrai que c'est quand même assez exigeant mais bon, il faut être quand même bien motivé pour faire ça tous les jours. Ouais. Ouais, je comprends, hein, j'imagine. Du coup, ouais, tu prends énormément de plaisir, ce qui te permet au quotidien d'aller t'entraîner assez facilement. Oui, oui, oui. Et également, être avec un groupe est vraiment très important pour se tirer vers le haut et toujours être motivé pour aller courir. Ah oui, moi Aller le nager ou BABA pour moi de l'entraînement, c'est l'entraînement en groupe. Bon après il faut pas en être complètement dépendant parce que sinon évidemment il arrive qu'on peut être quand même autonome et quand on se retrouve tout seul, il faut quand même être capable de pouvoir aller s'entraîner. Donc c'est important quand même de garder une autonomie par rapport au groupe. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus sympa. Et faut que l'entraînement reste un plaisir. Donc quand on a envie quand on va courir ou rouler en groupe, c'est beaucoup plus sympa de discuter, même de pas faire la compétition, mais bon, de se tirer un petit peu vers l'avant, s'accrocher. Quand le jour où on est un peu fatigué, on s'accroche aux autres. Et puis hein, c'est ça aussi qui est sympa dans l'entraînement et dans le sport. Ah complètement, complètement. Et pour toutes les personnes qui pratiquent la course à pied et qui souhaiteraient se lancer dès demain dans le triathlon mais qui ont un petit peu peur, quel message souhaiterais-tu leur faire passer pour qu'ils se lancent dans le triathlon et au lieu de faire que la course à pied, qu'ils commencent le triathlon? Quel Alors, conseil tu pourrais donner à toutes les déjà, ce qui personnes est qui souhaiteraient sympa, se c'est lancer? que avec un sport comme la course à pied qui est assez traumatisant, c'est toujours sympa de pouvoir couper un peu avec les chocs et de faire une séance de natation qui est tout aussi efficace qu'un footing parfois, par exemple, pour le cœur et les muscles. Donc, donc voilà, déjà un côté positif du triathlon, de pouvoir changer de discipline quand on est blessé. Changer de discipline aussi quand on en a un petit peu marre pour changer un petit peu. Le triathlète, on va dire à niveau loisir, c'est aussi quand même beaucoup moins intense et prenant que ce que j'ai raconté depuis tout à l'heure.
en faisant une discipline par jour, même en faisant seulement un peu de sport de temps en temps. C'est toujours sympa de varier, de faire un jour course à pied, puis 2 jours après vélo, 2 jours après natation. Ça permet de varier les plaisirs et puis d'avoir des sensations nouvelles. Et en plus, je dirais, pour quand même, on a une mauvaise image de ce sport qui paraît infaisable et qui impressionne beaucoup. Et au final, ce n'est que des efforts comme un marathon, mais encore moins traumatisant. Donc c'est aussi long qu'un marathon, mais sans les chocs. Donc ça permet de faire à peu près 2-3 heures d'effort. Il suffit de juste ne pas se prendre la tête et prendre son temps. Et franchement, c'est une discipline qui est tout à fait accessible à tout le monde. Complètement. Et je rebondis là sur ce que tu viens de dire. Par exemple, la natation, ça permet peut-être de récupérer tes muscles grâce au bienfait de l'eau. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, quand je sors d'une séance natation, même une séance dure, j'ai toujours les muscles un petit peu mieux décontractés et reposés. Souvent, je m'arrange pour aller nager tout de suite derrière une séance dure de piste, par exemple. Ça me permet de tout de suite relâcher les muscles et le ventre et les tendons, comme ça, je récupère beaucoup plus vite. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait de courir? Le simple Qu'est-ce que fait tu de ressens? courir, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est déjà être en extérieur, être en osmose avec la nature, profiter du soleil, de l'air pur. Donc ça, dans un premier temps, la nature. Dans un deuxième temps, moi j'ai quand même un esprit de compétition. Quand on fait des séances en groupe, ce que j'aime, c'est aussi s'accrocher à ses potes quand on fait une séance de fractionné, par exemple. Donc ça, c'est pour l'esprit un peu de compétition. Et puis il y a aussi le goût de l'effort, tout simplement. Se sentir son corps, sentir ses muscles. Le fait de tout simplement d'être essoufflé, de sentir que son cœur monte et de lutter contre la fatigue, lutter contre d'être bien, quoi. Même lutter, c'est sentir qu'on est essoufflé et puis qu'on vit, quoi. On respire. Moi, j'aime bien cette sensation de vitesse et de maîtrise de son corps, quoi. D'accord. En gros, c'est une sensation de bien-être et de dépassement de soi. Voilà, exactement. Avec aussi un peu de vitesse, j'aime bien quand même avoir l'impression d'aller vite sur des séances, ça fait toujours plaisir aussi. J'imagine. Et tu as été 3 fois champion d'Europe. Souvent, lorsque l'on souhaite dépasser ses records personnels, etc., on a des barrières mentales. Toi, comment tu fais pour casser tes barrières mentales pour pas que tu te dises dans ta tête non, c'est impossible, j'arriverai pas d'atteindre telle performance, etc. Comment tu fais pour casser toutes ces barrières mentales qui nous traversent à l'esprit? En fait, j'ai eu la chance d'avoir toujours des gens autour de moi qui m'ont fait confiance, des gens qui m'ont poussé toujours vers le haut. Et je pense qu'il faut, ça fait aussi partie de la performance. Il y a des moments où, comme tout le monde, je suis loin d'être un surhomme. Quand j'ai des moments de doute, des moments de fragilité, de faiblesse, des coups de pompe, et des fois, on arrive sur une course sans trop savoir ce qu'on est capable de faire, ou même fatigué. Et là, je pense que c'est important d'être bien entouré aussi, d'avoir sa famille, soit son entraîneur qui nous comprend et puis qui nous suit, qui nous encourage et qui a confiance en nous. Je pense que moi, je me suis jamais donné trop de limites grâce à ça. D'accord, donc tu as une immense confiance en toi et en plus tu t'entoures de personnes positives et qui croient en toi.
Voilà. Mais bon, immense confiance en moi, ouais. Peut-être pas plus que quelqu'un d'autre, hein. C'est juste que ben, la confiance, elle s'acquiert aussi à l'entraînement. Quand on s'est bien entraîné, on a plus confiance en soi que quand on n'a rien fait pour réussir un objectif. Donc je pense que le secret de la réussite, c'est la confiance en soi. Et le secret de la confiance en soi, c'est l'entraînement. D'accord, bah c'est quelque chose de très important que tu as évoqué, c'est au maximum croire en soi et surtout si l'on a fait des bons entraînements, il n'y a pas de raison que cela ne se répercute pas sur la performance que l'on souhaite atteindre en compétition. Voilà. Et quels sont les 3 conseils indispensables que tu donnerais à un débutant qui souhaite se lancer dans le triathlon? Alors les conseils, c'est déjà pas faire dégénérer des allures à l'entraînement, respecter vraiment une ligne de conduite au niveau de l'allure parce que c'est un sport qui est long et si on veut durer dans le temps et pas trop vite se décourager à cause de la fatigue, il faut quand même préserver aussi son corps. Donc il faut pas s'entraîner trop vite ni trop longtemps d'un seul coup. Il faut viser un objectif à long terme. Donc voilà, en gros, c'est les 2 choses. C'est déjà respecter les allures à l'entraînement. Et la deuxième chose, c'est pas se prendre au dernier moment pour un objectif, quoi. Il faut vraiment faire en sorte de pouvoir le préparer calmement, tranquillement et de monter progressivement en force. Et ça permet d'avoir une certaine régularité. Si on a une certaine régularité à l'entraînement, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Donc voilà, tout simplement la régularité. Même si des fois c'est un peu dur, il y a des fois où c'est facile, des fois où c'est dur. Et il faut pas baisser les bras, il faut toujours y aller à l'entraînement. Et on est récompensé en compétition parce que la simple régularité fait que ça marche. Ah exactement, il y a certaines fois, on est un peu dans des jours sans à l'entraînement, on n'a pas trop d'énergie, pas trop de volonté, pas trop de motivation. D'autres jours, c'est complètement l'inverse, on a énormément de motivation, d'émotions positives, mais si on est assez régulier dans l'effort, il n'y a pas de raison pour ne pas réussir en compétition. Voilà, tout à fait. Et pour tous les coureurs confirmés comme moi, comment faire pour atteindre le haut niveau? Je crois il y a une différence énorme entre le haut niveau et le bon niveau. Le problème, c'est que ça se joue des fois à pas grand-chose. Et je pense que ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut être patient. Il faut être énormément patient et jamais baisser les bras et être le plus régulier possible. Je pense que c'est un petit peu la même réponse à la question précédente. La régularité fera que un jour ça payera et l'investissement tout simplement. L'investissement au-delà des limites de la fatigue et de la lassitude, ça finit toujours par payer. Mais parfois c'est vraiment très très dur. Mais c'est quand c'est très dur que la différence se fait entre le haut niveau et le bon niveau. D'accord, donc en gros, il y a une partie, une grosse partie vis-à-vis du mental. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai, et de mental, de temps aussi, parce que c'est vrai que c'est pas évident de s'entraîner tout le temps. Il y a des gens qui travaillent et qui ont une famille, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, c'est aussi là que se fait la différence. Je pense que c'est beaucoup dans l'investissement au niveau du temps, de la récupération. C'est là que se fait la différence. D'accord. Donc si vous souhaitez vraiment atteindre un objectif, l'idéal est de faire une grosse gestion des priorités dans sa vie pour mettre le plus important en haut et essayer d'obtenir du temps parce que malheureusement il n'y a que 24 heures dans une journée, donc voilà, c'est vrai faut pas faire des choses inutiles.
Ouais. Après, c'est vrai que c'est plaisant aussi de faire un peu tout. C'est pas évident hein, de s'investir autant à fond dans son sport. Mais bon, c'est ce qui fait aussi la différence après en compétition. Donc il faut faire des choix et en général, on met tout en œuvre pour obtenir quelque chose. On finit toujours par l'avoir. Je suis 100% 100% d'accord avec tous tes propos. Et pour finir sur une dernière question, quelle est l'alimentation que tu effectues lors de tes différentes semaines d'entraînement ou à quelques jours d'une compétition importante? Alors moi, mon alimentation, c'est le plus équilibré possible. J'ai pas vraiment je supprime rien et j'essaye de pas trop augmenter certaines quantités, enfin la quantité de certains aliments. Le plus équilibré possible, je pense que c'est bien, avec quand même des sucres lents évidemment pour tenir la charge, mais pas que. Je mange aussi beaucoup de légumes, des protéines, plein de choses comme ça. Bon, j'ai la chance d'avoir un partenaire en produits énergétiques qui est IFIT et qui me permet aussi d'avoir quelques compléments alimentaires au cas où je manque de quelque chose, donc ça m'évite de faire des carences. Mais bon, après, plus on se rapproche de la compète, plus il faut refaire son stock de glycogène. Donc peut-être manger un peu plus de sucre lent les 3 jours qui précèdent la course, mais je dirais que le mieux c'est encore d'avoir une alimentation équilibrée et de rien faire par excès. D'accord. Et vis-à-vis des compétitions, tu bois des boissons énergétiques et tu prends des compléments alimentaires. Voilà, alors à l'entraînement, il m'arrive de faire quelques cures l'hiver pour éviter justement tout ce qui est carence. Et en compétition, donc je prends des boissons énergétiques et des gels. Et avant la course, soit des gâteaux sport, soit des barres énergétiques. D'accord. Eh bien, merci pour cette interview qui a été une nouvelle fois très enrichissante. On peut également te retrouver sur ton site, Frédéric Belot. Et je te remercie une nouvelle fois et je te dis à bientôt. D'accord, c'est moi qui te remercie, c'est vraiment sympa. Bon courage à tous pour vos prochains objectifs, bon entraînement et puis j'espère bientôt sur une ligne de départ d'un triathlon. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin de conseils. Voilà. Merci à toi Frédéric. Ok, à bientôt. À bientôt. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la sur Facebook ou sur Twitter. Également, dites-moi dans les commentaires du blog ce que vous avez pensé de cette interview. C'était Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. À bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles interviews.